bienvenue dans cette session département, région d'outre-mer et dons. Alors ce que je vous propose, c'est que chaque intervenant se présente et les modérateurs se présenteront à la fin. Bonjour, je m'appelle Elodie Aïna, je suis consultante en communication, en particulier sur des publics dits de niche, c'est-à-dire par exemple les publics LGBT, les publics migrants, les publics précaires et notamment les publics des DROM, bien sûr, pour lesquels il faut adapter la communication nationale. Je suis par ailleurs directrice d'une association qui s'appelle Paris Sans Sida. Bonjour, je m'appelle Esther Alonso, je suis infirmière et l'infirmière coordinatrice de la greffe rénale pour la liste anti-Guyane. J'ai la particularité d'être originaire de Guyane, de connaître bien la Martinique, et puisque j'ai une partie de ma famille là-bas, et, et de vivre en Guadeloupe depuis 5 ans maintenant, et d'être très proche de mes patients, puisque je suis une ancienne infirmière de dialyse, et que du coup, je continue mon cheminement autour des patients insuffisants rénaux. Donc, je suis en train de commencer à me former à l'ETP, et tout ça pour pouvoir encore plus être au cœur de la sensibilisation importante à une bonne prise en charge. Bonjour, je m'appelle Valérie Fernès, donc je suis présidente de France Rhin Océan Indien. Je suis éducatrice patient partenaire. Je suis une ancienne aide-soignante et infirmière qui, atteinte de pathologies chroniques, je ne pouvais plus travailler. Donc je suis représentante des usagers et formatrice en droit des usagers et démocratie en santé. Moi je suis le docteur Rudy Valentino, donc je viens de la Martinique. Je suis le médecin coordonnateur au CHU. J'ai aussi la fonction d'être directeur de l'espace de réflexion éthique régional de la Martinique. Je suis pneumologue et réanimateur de formation. Alors j'aimerais, avant d'oublier, remercier l'ABM de l'invitation, mais surtout d'avoir créé cette session qui me semble être absolument indispensable pour toutes ces choses qu'on va discuter cet après-midi. Moi, je suis le docteur Odel, je suis conseiller médical à l'ARS Martinique, donc je suis médecin inspecteur et j'ai en charge, entre autres, cette thématique depuis une bonne année maintenant. Merci, moi je m'appelle Régis Bronchard, je suis médecin à l'Agence de la biomédecine et je suis responsable de service régional couvrant l'Île-de-France, les Antilles et la Guyane. Alors, on a un petit peu préparé cette table ronde, cette réunion, donc on va essayer qu'elle soit en partie interactive et le plus possible. Je vais un petit peu planter le décor sur les besoins, sur la situation, sur les idées reçues. C'est particulièrement important. Et puis après, je vais passer la parole à chacun des intervenants. Alors certains ont un petit support de diaporama, donc c'est environ une dizaine de minutes chacun. Et puis on aura une bonne demi-heure d'échange et on essaiera de faire un début de synthèse des pistes. On ne va pas tout révolutionner en 1h30, mais néanmoins, et Rudy l'a dit, avoir une telle session, ça permet de donner un élan pour d'autres choses. Et ça nous a donné des idées là, collectivement pour des actions d'amélioration avec beaucoup plus de hauteur qu'il n'y a probablement jamais eu. Donc, alors pour vous faire un petit point de situation, d'abord on est dans des territoires, les départements, les régions d'outre-mer, avec beaucoup plus de besoins, malheureusement, des besoins en greffe rénale. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des populations qui souffrent plus de diabète, d'hypertension, qui ont pour les afrodescendants des particularités génétiques, le polymorphisme de l'ApoL1, qui font que ce genre de maladie, atropisme rénal, a des conséquences plus importantes. Donc on a plus de patients. On a un retard d'accès à la liste d'attente. C'est plus compliqué du fait de la complexité des territoires, parfois de difficultés sur les établissements de santé, sur les équipes. Donc il y a une double problématique de cette incidence de maladie rénale qui est élevée et de retard d'inscription sur liste, donc moins d'accès à la greffe. Sachant que dès lors qu'on est inscrit, on a un accès qui se normalise par rapport à l'ensemble de la population française, ce qui est déjà très bien. Il y a des échanges de greffons, mais c'est compliqué avec l'Hexagone, parce que c'est loin, parce que ça permet que des échanges de greffons rénaux, ça entraîne plus d'ischémie froide, donc des greffons de qualité un petit peu moindre.
Il y a des équipes de greffe. Il n'y a pas toutes les équipes de greffe dans tous ces territoires. Il y a la greffe cardiaque à La Réunion. Antilles-Guyane, il y a une équipe de greffe rénale qui est en Guadeloupe. Il y a aussi parce qu'on parle des dons, donc moins de centres de dons de cellules souches hématopoïétiques, de gamètes. Il y a moins d'accès à l'aide médicale à la procréation. Il y a des délais d'attente pour recevoir un ovocyte qui sont 2 fois plus importants que la moyenne nationale. Pour recevoir un don de spermatozoïdes qui est aussi 2 fois plus important. Il y a par exemple un seul centre de donneurs volontaires de cellules souches hématopoïétiques sur les départements français d'Amérique. Donc voilà, un moindre accès à l'aide médicale à la procréation aux dons de gamètes. Il y a un niveau d'information qui est différent, qui est plus faible. Non pas qu'il n'y a pas de campagne, mais probablement que ça n'imprime pas. Ça n'imprime pas sur les besoins, sur les bénéfices. Rien que pour la population de savoir que s'il donne, ça bénéficie d'abord, notamment pour les organes, pour les reins, à la propre population qui a ses besoins. Ce n'est pas forcément des choses qu'on imprimé. La législation, on fait très attention avec le consentement présumé, mais aussi sur la législation de l'aide médicale à la procréation, elle est moins connue. On fait des baromètres chaque année, l'agence avec Via Voice. On regarde pour adapter les communications, et elle est significativement moins bien connue que dans l'Hexagone. Il y a moins d'échanges dans la cellule familiale. Ils ont moins transmis dans les cellules familiales des départements et régions d'outre-mer. Il y a moins de transmission de sa position. Je veux être donneur. Qu'est-ce qui se passe si, donc. Et puis, il y a malheureusement plus d'opposition aussi sur le don d'organes. On le voit encore à La Réunion. Alors, ça semble s'améliorer sur la Martinique, mais avec des petits chiffres. Et puis, on va en parler, mais sur l'actualité, sur les difficultés sanitaires, sur les difficultés de perception avec la vaccination, sur comment ça peut s'agréger avec d'autres problématiques historiques. Il y a un taux d'opposition qui a malheureusement augmenté à la faveur de la crise Covid. Il y a moins de donneurs de CSH, il y a moins de populations des régions d'outre-mer qui ont entendu parler de la possibilité d'être donneurs quand ils ont l'âge d'être donneurs, quand ils ont moins de 35 ans. Et puis, quand ils en ont entendu parler, il y en a moins qui veulent être donneurs de cellules souches hématopoïétiques. Donc, moins d'informations et de volonté de don. Et puis, c'est pareil pour les gamètes. On en a moins entendu parler. C'est plus un sujet qui peut être de l'ordre d'un tabou éventuellement sur la question d'infertilité. Donc, si c'est un tabou, peut-être qu'on n'a pas trouvé les moyens de le lever. Donc, on a moins d'informations et de volonté de donner ces gamètes. Le positionnement des populations, il y a plus d'idées reçues, de méfiance, de défiance. Et j'ai dit, il y a un truc important, mais je pense que Rudy en reparlera, mais quand on parle de choses encadrées par la loi, voilà, ces choses qui fait référence à la loi va entraîner une méfiance, une défiance plus importante. Donc, à nous de travailler avec ça. Alors, après, comme dans tous les territoires, les populations sont diverses à La Réunion, aux Antilles, en Guyane. On fait département, région d'outre-mer, mais il y a des spécificités sur chaque territoire. Eh bien, on a des perceptions culturelles, cultuelles, de rites funéraires qui sont différentes. Donc, aller imprimer de la communication, aller communiquer, c'est difficile. Voilà. Enfin, il y a des équipes en difficulté. On est sur des établissements de santé en difficulté. On a vu, on s'y est déplacé avec Marine Jantet en mars, et on travaille au plus haut niveau avec les directeurs d'ARS, avec le ministère de la Santé. On a vu des problématiques sur l'organisation des labos HLA, et du coup les conséquences que ça peut avoir sur le don de moelle osseuse, mais sur le don d'organes aussi, et donc sur les populations. Il n'y a pas d'accès à la recherche de cette particularité génétique sur les labos antillais. Donc voilà, c'est encore, on peut voir des actions d'amélioration. Et puis, voilà, des équipes qui souffrent, des équipes dans des établissements plus en difficulté, en déficit, avec pas forcément des métiers attractifs. D'être néphrologue autour de la transplantation, c'est peut-être moins attractif, beaucoup moins rémunérateur que travailler dans des centres de dialyse. Donc voilà, ça aussi c'est important. Et puis enfin des organisations complexes parce que voilà, entre la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, c'est pas simple. Quand il y a
des dons qui ne passent que par l'Hexagone. Il y a des déplacements, des choses compliquées, tellement compliquées qu'il y a beaucoup de gens qui renoncent aux dons. La Réunion, Mayotte, imaginez la difficulté d'aller travailler sur Mayotte. Donc voilà, un espèce de panorama de toutes les difficultés. Moi, je vais plutôt aller sur le côté des plus, parce que lui, il était plutôt des côtés des moins. Et c'est mon côté un peu optimiste. Donc, pour faire écho à ce qu'a dit mon confrère Rudy, oui, merci à l'ABM d'avoir fait cet atelier, parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses positives dans les DROM cette année 2025. On a eu quand même le séminaire greffe qui a permis à toutes les équipes encore de rediscuter, à l'arrivée de nouveaux DG ARS tels que celui de la Martinique de se déplacer. L'ABM a fait le tour des régions anti-Guyane, ça a apporté un plus dans la compréhension, si bien que voilà, il y a aussi des référents qui ont été nommés, en particulier sur la Martinique, qui donnent aussi, notre rôle à l'ARS, c'est aussi d'aider, d'impulser, d'accompagner. Et puis on a quand même un médecin référent régional qui nous épaule bien. Donc, il s'est passé des choses. Je croyais que c'était important de dire aussi, par exemple, il y a 3 notes qui ont été faites par l'ABM qui ont permis au DG ARS de comprendre, de les appréhender, comprendre pas toujours, mais au moins de bien appréhender. Elles sont très claires. Moi, je les utilise comme notes techniques. Quand je vais quelque part, je les prends comme notes techniques. Elles sont très bien faites et elles ont impulsé un certain nombre de démarches. Et pour prendre l'exemple de la Martinique, je crois que c'est important de le dire, c'est tout nouveau. En moins d'1 an, notre DG ARS est arrivé au mois de février, donc en moins d'1 an, on a quand même 10 communes qui se sont engagées comme ambassadrices du don. Donc je trouve que il a fallu aller dans les communes, expliquer aux maires. C'est un plus. On a un CHU qui est devenu CHU ambassadeur. On a une ARS qui s'est également positionnée. Donc tout ça fait qu'il y a quand même des petites tendances un peu positives. Hein, et tu l'as dit, dans les échanges entre les équipes hospitalières qui sont, d'après ce qu'elles nous avaient bien expliqué, mieux accueillies quand elles vont en réa, quand elles expliquent. Donc on est, je ne dis pas que c'est des chiffres mirobolants, hein, mais c'est déjà un début et on sent quand même une inflexion vers le haut, dans le positif, y compris dans la population, parce qu'on a quand même fait la journée du 22 juin, on s'est déplacé et on a communiqué sur les sites. Et ça, je trouve que les 3 régions ont fait quand même une belle campagne de communication sur cette journée et ça va permettre un petit peu de travailler tous ensemble et de créer une dynamique positive. Merci Marie. Alors, je vais passer la parole donc à Esther Alonso. Hein, comme tu as dit, tu as un attachement et un lien familial, professionnel sur les 3 départements français d'Amérique. Donc, du coup, et tu travailles avec des patients, des receveurs sur les 3 départements. Alors, je trouve que c'est une double richesse. Et donc, merci d'être ici. Il y a une présentation, s'il vous plaît. On m'a donné de vous une faire signe. En tant qu'infirmière coordinatrice de la greffe, donc pour les 3 départements, j'ai comme mission d'accueillir. Je suis à la porte de la greffe. J'aime bien leur dire aux patients quand je les reçois, parce que je leur présente la greffe dans les grandes largeurs. Et je vais donc m'occuper de leur accession à la liste d'attente. Donc on va vraiment faire le point ensemble. Et il est clair qu'il y a des différences qui sont criardes et qu'on va voir ensemble. Notamment aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur ces inégalités d'accès à la liste de greffe et accessoirement aussi, mécaniquement aussi plutôt, à la greffe rénale plus tard. Donc, j'ai humblement appelé PowerPoint accès à la greffe rénale aux Antilles-Guyane. Donc, on va commencer. Donc, on a 3 territoires pour notre région. Le centre de greffe se situe au CHU de Guadeloupe. Donc on a, comme vous le savez, l'archipel de la Guadeloupe avec ses dépendances. Donc déjà là, on va retrouver des difficultés pour rejoindre le CHU de Guadeloupe parce qu'on a aussi, on a Saint-Martin, rien que pour la Guadeloupe, on a Marie-Galante. Donc pour arriver jusqu'à nous, il faut prendre soit le bateau, soit l'avion, selon. On a l'île de la Martinique, pareil. Pour nous rejoindre, il faut prendre l'avion. Et puis, on a la Guyane, c'est clair, il n'y a pas d'autre choix que de prendre l'avion pour nous rejoindre.
Et ces parcours, pour pouvoir s'inscrire ou pour venir à la greffe, ils nécessitent des déplacements qui sont fréquents, puisqu'il faut nous rejoindre pour faire le bilan pré-greffe, et coûteux également, parce que finalement, ça demande de l'investissement pour tout le monde. Nos bilans ne sont donc pas organisés de la même manière pour les 3 départements. Donc en Guadeloupe, on organise le bilan sur un temps qui est plutôt long. On prend le temps de recevoir les patients au fil de l'eau. Sur la Martinique, on organise une fois par mois un HDJ au CHU où on reçoit 5 patients qui sont adressés par les centres de la Martinique. Donc chaque département a 4 centres adresseurs. On a rarement des patients qui sont adressés par des néphrologues individuels. Ce sont généralement les centres de dialyse qui nous adressent les patients, que ce soit des patients dialysés ou des patients préemptifs. Donc là, vous voyez que j'ai remis les 45 minutes d'avion avec plusieurs possibilités. Je précise parce qu'en fait, pour rejoindre la Guadeloupe, de la Martinique, il y a plusieurs vols, ce qui n'est pas le cas pour la Guyane, où on va avoir 4 heures d'avion. Dans le meilleur des cas, on va avoir 2 vols par jour, et ce n'est pas toujours vrai. Donc ça, c'est déjà un gros frein pour nos patients qui viennent pour s'inscrire sur la liste de greffe. Ils ne sont pas encore appelés à la greffe, là. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact sur les patients, ces points-là? C'est qu'on va avoir un bilan qui est chronophage et coûteux, on l'a dit tout à l'heure. Et même si nos patients, on essaye de faire le maximum pour les recevoir, je ne l'ai pas précisé, mais pour la Guyane, on fait venir 2 patients par mois qui sont présentés par leur centre adresseur avec un dossier qui est réduit à son strict minimum, puisqu'on leur fait faire sur la Guadeloupe tout leur bilan pré-greffe, donc les bilans médicaux classiques, avec la participation et le partenariat, pour être exact, d'une clinique qui organise tout leur bilan avec nous. Elle s'occupe également de leur dialyse et de leur hébergement, puisque nous n'avons pas d'hôtel. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur nos patients également? C'est de la fatigue, du stress, parce que c'est le déplacement, ils ne connaissent pas nécessairement donc dans le cadre de l'inscription. Et ils ont souvent un manque de préparation qui va être difficile au niveau de l'adhésion après. Et on est sur un temps qui est extrêmement court, avec des patients, notamment pour la Guyane, qui sont culturellement très différents de nous, puisqu'en Guyane, on retrouve des populations qui sont un peu différentes de nos cultures créoles à proprement parler. On a des Amérindiens, pour ceux qui connaissent, ou qui ne connaissent pas plutôt. On retrouve aussi des peuples du fleuve qui sont... bref, on ne va pas détailler ça ici, mais ils sont très différents, ils ont des particularités qui leur sont propres, des conceptions qui n'ont rien à voir avec celles des créoles, par exemple. Donc tous ces points mis bout à bout sont autant de freins à l'accès à la greffe, et même quand le jour de la greffe arrive, on a les problèmes de transport qui vont intervenir, de prise en charge, mais aussi de vision de ce qu'est la greffe, et d'attente également. C'est un enjeu qui est extrêmement important parce qu'on se rend bien compte qu'il n'y a pas d'équité et la qualité des soins en pâtit. Donc ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est réussir à garantir les mêmes chances pour tous grâce à des leviers que je vais vous exposer rapidement tout à l'heure et dont on va parler, je pense, tous aujourd'hui. On aimerait bien renforcer les capacités locales en limitant les déplacements autant que possible. Donc, par exemple, imaginez que pour la Guyane, le bilan soit fait en grande majorité pour avoir plus que 2 patients qui viennent s'inscrire sur la liste d'attente, même si on arrive à les inscrire. On en a inscrit une dizaine l'année dernière, mais ce n'est pas encore complètement fou, sur un total d'une 50aine d'inscriptions pour l'année dernière, par exemple. Et on aimerait vraiment avoir une meilleure préparation des patients en tenant compte de leurs spécificités culturelles pour qu'ils puissent, et pour ça, il faut qu'ils puissent avoir une compréhension plus grande avec la mise en place d'outils adaptés et surtout un soutien psychologique, parce qu'évidemment, quand on parle de la greffe à des personnes, à des cultures pour qui c'est totalement abstrait, c'est très difficile de leur faire intégrer ces choses-là. Sur un laps de temps, je le rappelle, d'1 semaine, puisqu'on ne les reverra pas, ces patients, à moins qu'ils reviennent actualiser leur bilan chez nous, ou alors on les reverra pour la greffe. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on essaye de faire, nous, aujourd'hui? C'est renforcer la coordination régionale. Donc on essaye de travailler main dans la main avec les différents centres, le CHU de la Martinique et les centres adresseurs dans l'ensemble,
en ayant lissé la checklist autant que possible et en la facilitant, on va dire, en étant très clair avec les centres sur la validité des examens. On va également, et donc pour ça, on a mis en place une plateforme de partage des examens sur laquelle les néphrologues adresseurs peuvent voir où en est le dossier de leurs patients, échanger directement avec nous lorsqu'il y a des événements médicaux. Et puis ce qu'on aimerait vraiment aussi, c'est favoriser le don localement, notamment au sein des familles et proches des patients. Ce qu'on fait sur les patients guadeloupéens, parce qu'on peut le faire qu'avec eux pour l'instant, c'est qu'on les encourage à venir systématiquement à l'entretien pré-greffe, donc l'entretien infirmier, avec un proche qui va pouvoir être le porte-voix de ce qu'est la greffe à partir d'un donneur vivant. On a instauré ça il n'y a pas longtemps. L'année dernière, on a eu la visite d'un médecin de l'Agence de la biomédecine qui nous a suggéré ça, donc on essaye de le faire, mais ce n'est pas facile, parce que certaines personnes sont isolées, et puis qu'ils n'ont pas envie de parler de leurs problèmes non plus. Et puis, on essaye d'améliorer dans l'ensemble l'expérience patient en l'accompagnant au plus près quand ils viennent. Et là, c'est vraiment les patients qui vont se déplacer. Alors, on le fait pour tout le monde, mais on le fait plus spécifiquement encore pour ceux qui viennent de Guyane et ceux qui viennent de la Martinique, qui sont finalement dans un laps de temps qui est très court et qui est très intense. Et puis, on a le déploiement du Maastricht 3 qui a commencé, on a le droit de le faire depuis juillet. Et en fait, on est en train de faire en sorte de le déployer auprès des centres, c'est-à-dire de rattraper, d'ouvrir le registre des patients OK pour le Maastricht 3 en contactant tous les centres et en prenant appui avec les néphrologues de ces centres qui vont présenter le Maastricht 3, puisqu'on ne pourra pas revoir tous ceux qui sont déjà sur la liste, pour pouvoir leur faire signer les consentements qui sont obligatoires et du coup avoir le plus de receveurs potentiels en cas de don. Et demain, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir améliorer tout ça encore, puisqu'on est en train de travailler encore sur du mieux, on essaye de s'améliorer. On est en train d'optimiser notre plateforme de développement, on est en train de la refondre actuellement. Donc on a un objectif 2026 avec des choses nouvelles qui sont dans les cartons. On a une IPA qui est censée arriver courant de l'année prochaine pour pouvoir mettre en place tout ce qui va être prise en charge des patients avec moi et en post-greffe et aussi tout ce qui va être éducation thérapeutique, mise en place de l'éducation thérapeutique. On a aussi maximiser la communication en favorisant les supports pédagogiques. Donc là, on aimerait vraiment réussir à actualiser les supports pédagogiques, à les adapter à chaque département, parce qu'on a beau être, pour la Martinique et la Guadeloupe, des îles sœurs, ce n'est pas les mêmes leviers. Et puis pour la Guyane, ça n'a rien à voir non plus. Donc on sait qu'il y a un vrai travail à faire sur les supports pédagogiques. On est en train d'essayer d'y travailler. Comme vous le savez peut-être, on a un nouveau CHU qui va s'ouvrir incessamment sous peu. Il y a un magnifique outil. Et dedans, dans les cartons de ce CHU, il y a un hôtel hospitalier qui est censé ouvrir aussi ses portes. Mais là, il n'est pas du tout sorti de terre encore, mais on espère que ça va nous permettre d'avoir de quoi héberger nos patients et d'en recevoir davantage. Et puis, qui sait, l'utilisation de l'IA et de la télémédecine avec l'outil de développement, la refonte de notre plateforme. Peut-être que demain, on pourra mettre en place des consultations de gériatrie pour nos patients âgés, puisque nos départements sont âgés, en systématique, pouvoir prendre attache avec nos patients avant de les recevoir en réel pour pouvoir les préparer et que les visites réelles soient plus effectives. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Madame Fernaise, donc, avec un regard des usagers, associatifs. Donc la Réunion, c'est une île qui est au sud de Madagascar, au sud de Maurice et au sud de Mayotte. Donc on a toutes ces îles là autour. Nous avons à peu près 3000 personnes qui font de la dialyse et ces 3000 personnes sont tous à 80% dans la précarité sociale incroyable. Donc, nous, le problème que l'on a, c'est de faire comprendre aux patients dialysés de faire leur bilan pré-greffe et de vouloir être greffés. Parce que, comme vous le savez, quand on est dialysé, nous sommes reconnus en AAH à 80%. Donc, nous avons une allocation mensuelle, nous avons toutes les aides sociales et à La Réunion, tout le monde vit en famille. Ce sont des maison familiale où la personne qui est malade, pathologie chronique, est le pilier de la famille et le support familial.
Donc, quand on leur propose de se greffer, en 2018, j'ai rencontré une personne qui avait arrêté son traitement anti-rejet parce qu'en fait, 3 mois après sa greffe, il n'est plus AAH. Donc, en fait, la famille n'avait plus de ressources. Donc, s'il arrêtait son traitement anti-rejet, il repartait en dialyse et il avait de nouveau droit aux allocations, les aides sociales tous les mois. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse travailler sur ce sujet parce que les personnes, quand ils sont dialysés pendant 10, 15, 20, 25 ans, on les met en rupture professionnelle, en rupture de formation. J'aimerais qu'on développe la dialyse nocturne pour les jeunes qui ont des maladies rénales chroniques, qu'on puisse les laisser travailler, adapter leur temps de travail et leur laisser un accès à la formation et surtout à la scolarité à La Réunion, ce qui n'est pas toujours évident. Souvent, on les envoie en métropole et ils sont rupture familiale importante. Nous, ce qu'on a aussi, c'est qu'on a 2 CHU. Donc, la greffe se fait au CHU Nord, un CHU Félix Guyon. Notre médecin greffeur, le responsable, c'est le professeur Vaché-Copona. Nous avons un hôpital au CHU Sud. Et le secteur Sud, c'est le territoire où la population est le plus atteinte des pathologies rénales. Il n'y a qu'une route pour aller au CHU Nord, avec tous les aléas d'une île volcanique, de la surpopulation, nous sommes presque 900 000 habitants, du manque de transport sanitaire ou de la nouvelle réglementation de la CGSS pour le transport partagé. Donc, nous ne sommes pas aidés par les transports sanitaires pour transporter nos patients. Les patients sont âgés, ils vivent à des fois 1 heure, 2 heures de route du centre de greffe. Pour aller faire le bilan pré-greffe, on va les faire déplacer 4, 5, 6 fois. Ils ont déjà 3 jours de dialyse par semaine. Ils sont fatigués. Ils ne veulent pas aller faire leur bilan pré-greffe. Nous, ce qu'on avait suggéré, je remercie l'ABM pour ça, qui vient tous les ans en novembre à La Réunion. Donc tous les ans, je vois M. Averland, Mme Cresta, et l'année dernière, j'ai fait la connaissance de Mme Janté, qui écoute les associations de patients, où on leur fait remonter les dysfonctionnements et ce qu'on voit auprès des usagers, parce que mon homologue réunionnais et moi-même, nous sommes représentants des usagers dans tous les centres de dialyse de La Réunion. Nos centres de dialyse sont des centres de dialyse d'associations à but lucratif. Et comme vous le savez, la dialyse ramène beaucoup d'argent. Et nous avons de la dialyse hospitalière. Donc, je ne dirais pas qu'ils ne poussent pas à faire de la greffe, mais reconnaissons que, vu les temps difficiles, il est préférable de facturer de la dialyse plutôt que de facturer du droit d'accès à la greffe. Donc, voilà tout ce qui nous interpelle. L'organisation, nous aurions souhaité qu'il y ait une HDJ spéciale bilan pré-greffe qui soit mise en place pour faire venir les patients et faire tous les examens. Au Nord, ils ont une infirmière coordinatrice qui gère tout ça, les prises de rendez-vous pour tous les médecins spécialistes, qui explique bien que les prises en charge, les visites sont à 100%, hein, tout est pris en charge. Au Sud, on leur donne un papier et on leur dit « débrouillez-vous ». Donc, les patients vont chez des médecins libéraux pour faire leurs examens, les femmes chez gynéco. On leur fait payer des consultations. Elles ne peuvent pas parce qu'elles sont en précarité. Donc, elles disent « si je dois payer, je n'y vais plus ». Ou alors, ils vont dans les réunions d'information. La Réunion est quand même un département avec un nombre d'illettrisme et d'analphabètes très importante où l'utilisation de la littératie médicale est vraiment importante. Donc, nous, représentants des usagers et associations, on essaye de se battre pour adapter les discours dans le facile à lire et à comprendre. Et nous, le problème, c'est que nos patients sont polypathologiques. Comme vous le savez, la Réunion est un département riche en obésité, diabète, hypertension, insuffisance rénale. Et beaucoup de nos patients sont aussi atteints de cancer. Donc, dans la prise en charge, ce n'est pas toujours évident. Voilà ce que je voulais vous dire sur la spécificité. Et comme le disait Esther, la spécificité cultuelle et culturelle. Nous sommes la Réunion, donc la réunion de toutes les théologies. Et chacun a ses convictions, chacun a ses pratiques. Et c'est toujours très compliqué de pouvoir adapter la prise en charge et d'inscrire les gens en pré-greffe et de leur faire faire des examens si ça ne correspond pas à leurs idées propres. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre écoute. Merci, Mme Farnèse.
Rudy, je te passe la parole avec une vision, avec le recul que tu peux avoir, le double, quand même ancien chef de service de réanimation aussi, quand même, tu l'as dit, voilà, il y a quand même une expérience de terrain, ce que tu fais actuellement autour du don. Tu as dit aussi que tu étais membre du conseil consultatif national d'éthique. Oui. Donc, aussi. Du coup, voilà, donc, avec ce recul aussi. Je vais essayer, Régis, merci beaucoup. Merci pour cette session. Alors, je suis très gêné parce qu'au premier rang, il y a des gens qui font de la santé publique. Et donc, je suis un peu intimidé parce que je crois que la session va tourner autour de cette thématique-là et la question de l'équité, qui est une des valeurs centrales en santé publique. Mais avant de vous dérouler mon raisonnement, j'aimerais faire 2 points d'attention. Alors, le premier point, c'est d'éviter la globalisation de ces 13 territoires ultramarins. Je crois que c'est extrêmement important parce que ce sont des résultats d'équation et de singularité historique avec des particularités d'ordre culturel, social, existentiel. Donc, c'est la première des difficultés. Donc il va falloir être très prudent dans les réflexions et les actions qu'on va peut-être pouvoir discuter ensemble. Ça, c'était le premier point. De ce premier point découle aussi, tu l'as évoqué, Régis, que nos standards hexagonaux pour analyser les questions d'inégalité sociale, les questions d'inégalité sociale en santé, les questions d'accès aux soins ne sont pas opérants du fait de ces singularités dans ces territoires-là. Le deuxième point d'attention, me semble-t-il, c'est que nos discussions mobilisent un savoir pluridisciplinaire. Il s'agit de parler, de convoquer l'histoire, il s'agit de convoquer l'anthropologie, la sociologie, les sciences médicales, bien sûr, la santé publique, l'éthique de la santé publique, les sciences de la communication. Et tout ce savoir-là constitue le corpus d'une notion plutôt récente, d'un concept plutôt récent qu'on appelle la géographie de la santé. Et mobiliser tous ces savoirs-là, malheureusement, à ma connaissance, dans les territoires ultramarins, il n'y a pas beaucoup de littérature. Il y a peu de chercheurs et peu de littérature. Donc ce sont vraiment les 2 points d'attention que je voulais d'abord poser avant de vous proposer un espèce de raisonnement pour pouvoir avoir une meilleure lecture. Encore une fois, peut-être pas partout et peut-être pas de la même façon dans ces 13 territoires, mais quand même peut-être un dénominateur commun de lecture de ces sociétés-là et de la façon dont la politique de santé, pourquoi elle a du mal à être entendue et du mal à être acceptée. Le premier élément dans ce raisonnement que je vous propose, ce sont bien entendu les inégalités sociales en santé. Là, c'est bien documenté. Le rapport 2025 de l'Observatoire des inégalités nous dit que dans les territoires ultramarins, l'écart de richesse entre les plus riches et les personnes les plus précaires sont les plus élevés en France, avec l'Île-de-France. Alors l'Île-de-France, pourquoi ? Parce qu'il y a une proportion de la population très riche qui habite dans cette région-là. Dans les Antilles, dans les Outre-mer, c'est parce que la part de personnes en situation de précarité est énorme. En Martinique, où je vis, le niveau médian est de 17% inférieur à l'Hexagone et 30% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 2 fois plus que dans l'Hexagone. Ces inégalités en santé font non seulement le lit des inégalités sociales en santé, mais aussi montrent bien le malaise, le profond malaise social qui existe sur ces territoires. Et la défenseuse des droits, en 2023, dit que les inégalités sont systémiques, pas seulement dans le domaine sanitaire, à l'école, logement, l'accès à l'eau. Ce sont des démonstrations de ce profond malaise social. Pourtant, l'égalité, c'est à l'origine de la départementalisation en 1946, puis une histoire tissée de violence sociale, de manifestations sociales. En 2017, on parle
encore d'égalité. C'est la loi d'égalité réelle dans les Outre-mer. Et pourtant, le Défenseur des droits, en 2023, nous précise bien que ces inégalités se sont enracinées, sont devenues systémiques. Et donc, ces inégalités sociales aboutissent, alimentent, nourrissent le sentiment d'injustice d'une partie de la population. Et cette injustice-là, elle se traduit aujourd'hui dans les rues par des manifestations et une opposition qui se construit contre le gouvernement, contre l'État, contre le colonisateur, et qui peut entraver encore une fois l'acceptation des politiques publiques. C'est la philosophe Cynthia Fleury qui a parlé de ce ressentiment qui n'est pas spécifique aux Antilles, mais dans toutes les banlieues parisiennes, où ce ressentiment-là fait de l'État le mauvais objet, pour reprendre son expression, et ces personnes peuvent se radicaliser. Se radicaliser au sens où ils refusent le vote déjà. Aux Antilles, encore un exemple, c'est aux dernières élections présidentielles, c'est 53% dans tous les territoires d'outre-mer de personnes qui ne sont pas déplacées pour aller voter. C'est 20 points de plus que dans l'Hexagone. Jusqu'à 65% à La Réunion. C'est pour le politologue, justement, Jérôme Jaffray, pour lui, il dit que ces abstentionnistes, ce n'est pas seulement des gens qui disent que bon, la politique, les politiciens, ils ne font jamais rien pour moi. Non, c'est une manière pour eux de s'opposer aux politiques, à l'action publique, parce qu'ils accusent l'action publique et l'action publique en santé comme étant à la cause de leur précarité et à cause des politiques publiques que je suis indigne. C'est comme cela qu'on pourrait, aux Antilles, je crois, expliquer cette difficulté de pénétration du discours de santé publique. Cynthia Fleury va plus loin. Elle dit que ces personnes peuvent se radicaliser au sens où elles se mettent dans une double posture, une posture de refoulement total de toute parole centralisée venant du gouvernement et une perte de valeur. Et ces pertes de valeur nous entraînent là vers une perte du discernement, où le ressenti, et uniquement le ressenti, c'est leur manière de s'exprimer, où il ne faut plus de méthode scientifique pour affirmer une vérité. Et cette perte de sens, cette perte de valeur, cette anomie, pour parler comme les sociologues, nous conduisent là à quelque chose d'encore une étape supérieure, c'est ce qu'on appelle la folie des masses, Hermann Brock, et qui explique un peu ce qu'on a vécu, nous, pendant la campagne vaccinale pour le Covid, où là, c'est vraiment ce ressenti qui se rebelle, qui perdent tout sens des valeurs et qui basculent dans la violence contre les cabinets médicaux, contre les pharmacies, contre les hôpitaux, contre les médecins, contre les scientifiques. Et à rajouter à cela, pour terminer, c'est le jacobinisme, tout de même, de nos institutions, qui ne tient pas compte peut-être suffisamment des acteurs locaux, des corps intermédiaires, si chers à notre président, et qui rendent encore plus la pénétration du discours de santé publique. Donc voilà ce petit panorama en guise d'introduction que je voulais faire avec vous, dans cette espèce de cheminement, mais encore une fois, les données de la littérature, spécifiquement dans les terres d'outre-mer, est bien pauvre. Et puis on va terminer ces présentations avec Madame Élodie Aina. Merci à toutes et tous d'être là. Merci à l'ABM pour l'invitation, David Heard, et merci à Régis et Marie-Laure pour la préparation de cette session. Je vais donc vous parler de communication en santé publique dans les DROM, vous parler des grands principes. Après, bien sûr, on pourra en débattre plus avant avec les questions. Pourquoi est-ce qu'il faut une communication spécifique pour les départements d'outre-mer? Parce que les personnes ne se sentent pas destinataires des messages généraux de santé.
qui sont adressées dans les campagnes grand public. Bon, ça, c'est un historique qu'on a avec Santé publique France, qui a été, et à l'époque l'INPES, qui a été pionnière en matière de communication dans les DOM, dans les DROM, et notamment sur le VIH. Bon, vous savez que le VIH, c'est une épidémie qui est concentrée dans certains publics, donc les hommes gays, les travailleuses, travailleurs du sexe, les migrants subsahariens, et la région Antilles-Guyane est la région la plus exposée au VIH après l'Île-de-France. Donc au début du VIH, on a cherché à travailler sur une communication ciblée, c'est-à-dire qui tienne compte des particularités de ces différents publics. Et on a construit finalement progressivement une expertise en communication ciblée, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a fait une campagne, on a évalué cette campagne avec des post-tests récurrents qui présentent toujours les mêmes questions et qui permettent de comparer les résultats de ces différentes campagnes. Et c'est comme ça qu'on a construit cette expertise en communication en santé publique sur les DROM. Alors évidemment, les besoins identifiés pour cette population ne sont pas en plus les mêmes que pour les autres publics hexagonaux. Bon, on parle du VIH, on peut parler aussi des addictions, où les publics qui vivent à La Réunion sont particulièrement exposés, notamment l'alcool. On peut parler aussi des maladies chroniques liées à la nutrition, diabète, hypertension artérielle. Et puis, sur la question des dons, on a aussi une dimension spécifique, puisque ces publics sont plus souvent confrontés à certaines pathologies qui nécessitent de recourir à des dons, par exemple l'insuffisance rénale ou la drépanocytose, mais on est en même temps face à des publics qui sont moins enclins à donner, ce que disait Régis tout à l'heure, avec des records d'opposition aux dons d'organes, une invisibilisation des personnes en PMA ou des enjeux spécifiques aussi liés à la fécondité. Donc ces personnes ont aussi plus de mal à trouver des donneurs compatibles, avec des enjeux de compatibilité génétique ou des questions liées à la couleur de peau pour le don de gamètes. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de mettre en place une communication ciblée qui tienne compte des codes culturels de la cible, en sachant que, bon, bien sûr, il y a les codes culturels de chacun des départements, mais au sein des départements, comme le disait Esther tout à l'heure, vous pouvez avoir aussi des cultures différentes. En Guyane, vous avez les créoles ou les Bushinengue dans la région du fleuve qui n'ont pas du tout la même culture. Donc c'est comme ça qu'on a pu progressivement mettre en place des stratégies ciblées, efficaces et adaptées. Ce que disait Rudy tout à l'heure, on a une audience hétérogène, donc je ne vais pas revenir dessus, avec parfois en commun une origine géographique, un substrat culturel, l'expérience ultramarine et les vulnérabilités qu'elle implique, mais bien sûr des diversités des cultures régionales, parfois ethniques, diversité des situations, des pratiques, et aussi bien sûr une grande disparité, mais qu'on retrouve dans l'Hexagone, en termes de niveau d'études, de situation économique, familiale, personnelle, religieuse, etc. Donc tout ça fait que c'est très difficile en communication de tenir compte de cette hétérogénéité, parce que très souvent, on est obligé de s'adresser aux DROM ou bien à certains DROM, mais de manière générique. Les grands principes méthodologiques, en communication en santé publique, on se nourrit des principes du marketing social. Donc le marketing social, ça consiste à faire passer un message à un groupe de personnes, dans le but soit de les informer, soit de leur faire changer leurs habitudes ou leur comportement dans un sens favorable à la santé. Donc il s'inspire des méthodes éprouvées et des succès du marketing marchand, c'est-à-dire que, bon, évidemment, le marketing marchand, quand on fait une campagne, on voit immédiatement l'impact sur les ventes. De la même manière, sur le VIH par exemple, si on fait une campagne d'incitation à l'utilisation du préservatif, on va comparer les ventes des préservatifs en supermarché, en pharmacie. On va voir qu'il y a une concomitance des courbes. Et de la même manière, pour l'incitation au dépistage, si on prend les données de la CNAM, enfin de l'assurance maladie, sur les tests prescrits. La question qu'on se pose, bien sûr, c'est comment faire. Bon, bien sûr, la communication, c'est un métier, le marketing social aussi, donc on va faire évidemment extrêmement schématique, mais on part bien sûr toujours de la science. Les données épidémiologiques et comportementales, c'est notre base. Alors là, je vais vous décliner avec un exemple du don de gamètes, puisque j'ai travaillé avec l'ABM sur la campagne du don de gamètes pour la Guadeloupe et la Réunion. Ce qu'a mis en place l'ABM de manière extrêmement pertinente et intelligente. Non, mais c'est vrai, parce que c'est rare, c'est suffisamment rare pour le souligner. Donc, parce que très souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des campagnes pour la métropole et puis on les décline. Voilà, on change parfois les visages et puis ça suffit. Donc là,
l'idée, c'était d'aller comprendre, en fait, quels étaient les leviers ou les freins aux dons de gamètes qui pouvaient être spécifiques à ces départements. Donc, il y a une étude qui a été faite avec un institut de sondage qui a mis en évidence, d'abord une méconnaissance du sujet, sans surprise. 4 personnes sur 10 ne connaissent pas le sujet, avec beaucoup de méconnaissance aussi sur le fait que ça peut être rémunéré. Une personne sur 2 pense que c'est rémunéré. Une majorité favorable, mais avec quand même des taux observés qui sont très largement inférieurs à la métropole. L'infertilité aussi, qui apparaît comme un tabou, avec aussi la parentalité en miroir, qui est aussi un accomplissement de soi, une forme de réalisation de soi. Et puis une méconnaissance de l'existence de centres de soins locaux, de centres de dons locaux, et du fait que les dons peuvent bien sûr profiter aux personnes locales. Alors ça, c'est la première partie, travailler sur les données épidémiologiques et comportementales, les rapprocher de ce que disent les acteurs de terrain. Bon, la recherche a souvent un temps de retard sur le terrain parce que la recherche, c'est très long. Et puis, les acteurs de terrain connaissent extrêmement bien leurs cibles. Donc, c'est toujours important de nourrir le corpus des données épidémio et comportementales avec le retour des acteurs de terrain. Bon, la connaissance de la cible, ça, c'est le travail du communicant, en lien aussi avec des personnes qui sont sur place. On a des objectifs de santé publique, ensuite, toujours sur cette campagne d'incitation aux dons de gamètes qui vont être d'augmenter le nombre de donneurs, mais d'augmenter aussi leur diversité, puisqu'il y a un enjeu à ce que les personnes locales puissent aussi avoir un enfant qui leur ressemble. Donc, d'essayer d'avoir aussi des donneurs qui sont afrodescendants ou asiatiques. Et puis, des objectifs de communication. Donc, je suis là, je suis le cercle, je suis là. Donc, un objectif qui va être l'information ou l'incitation au don, bien sûr. Et puis, bien sûr, ce à quoi il faut être particulièrement vigilant, je ne vais pas trop m'étendre, mais parce qu'on en a déjà parlé, le positionnement de l'émetteur, en particulier quand on a un émetteur public. Bon, évidemment, la BM a la chance de ne pas avoir de Marianne qui est accolée systématiquement à son logo, mais comme peut l'être Santé publique France. Mais évidemment, on est dans un contexte jacobin, comme on l'a dit, avec des décisions qui sont prises depuis Paris pour des territoires qui sont extrêmement éloignés, qui très souvent, pas simplement en santé, ne tiennent pas compte de la réalité locale. Le tout renforcé par une dimension raciale qui peut cristalliser aussi les antagonismes, et avec aussi souvent des personnes originaires de métropole qui sont à la tête des administrations, et notamment sanitaires. Si bien que c'est un contexte qui est déjà fragile quand on est un émetteur public, mais on peut, par exemple, citer la communication Covid, qui était absolument désastreuse. Bon, désastreuse, pas simplement dans les Drômes, mais... non, enfin, c'est pas moi qui le dis, ça a été... Comment ? Ah, d'accord. Non, mais ça a été dit et redit par la littérature. Bon, il y a eu... il y a quand même eu des expériences de communication Covid réussies, notamment en Nouvelle-Zélande, au Canada, mais qui étaient beaucoup liées à la transparence dans le positionnement de l'État. Là, il y a eu des mensonges sur les masques, par exemple. On a commencé par dire c'est pas grave, on n'a pas besoin de mettre de masque. Puis finalement, quand on en a eu, on a dit c'est indispensable. Bon, donc ça a discrédité finalement la parole publique. On a eu aussi des exemples, malheureusement, de communication raciste aussi, on peut le dire, avec la matérialisation par des ananas de la distance sanitaire que les gens devaient garder entre eux pour ne pas être contaminés. Je ne sais pas si vous aviez vu ces campagnes. Bon, c'est dommage, mais bon, vous pouvez les trouver sur YouTube. Donc, voilà, ça, petit aparté, évidemment, quand on fait de la communication en santé publique, pour des cibles dont on n'est pas originaire, il est toujours très important de se départir des clichés qu'on peut plaquer sur une cible. Là, en l'occurrence, pour les Drômes, ça va être l'imaginaire colonial ou l'exotisme, mais ça peut être évidemment beaucoup d'autres choses. Et c'est très important de se positionner de cette manière pour que les personnes se sentent destinataires du message. Bon, je ne m'étends pas trop sur la communication
Covid, mais en tout cas, le positionnement de l'émetteur, c'est très important. Et donc, il faut tenir compte, quand la parole publique a été abîmée comme ça, du contexte de réception du message. Le message sera plus difficile à passer, évidemment, après un événement comme celui-là. Bon, ensuite, stratégie, dispositif, mise en place de la campagne. Bon, ça, je ne vais pas trop détailler parce que je ne vais pas prendre trop de temps non plus. Juste un exemple de la campagne qu'on a fait donc, pour la Réunion et la Guadeloupe sur le don de gamètes. Donc, on a essayé d'abord de représenter les gens tels qu'ils sont, de mettre en valeur le centre de don. Bon, ça, c'était un flyer, mais il y avait aussi une déclinaison dans la presse, notamment pour les professionnels, la presse féminine aussi, la presse quotidienne régionale. Et on travaille sur les freins et les leviers qui ont été identifiés spécifiquement dans ces départements. On utilise aussi le créole, puisque ce sont les langues locales. Voilà une autre déclinaison. Voilà, ça c'était un kit pour les acteurs locaux, centres de dons et associations. Un petit rappel sur les grands principes pour que ça fonctionne. Donc l'objectif, c'est quand même de renforcer les compétences psychosociales des individus pour qu'ils se prennent en charge eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'il s'agit de s'appuyer sur leur intelligence en écartant toute forme d'infantilisation. Ça veut dire aussi qu'on s'appuie sur des messages simples et compréhensibles de tous pour limiter les inégalités en santé. Ça veut dire aussi qu'on n'induit pas de hiérarchie entre les comportements. Il n'y a pas de bons et de mauvais comportements. Par exemple, si on travaille sur l'hépatite C, on sait qu'il y a une transmission sanguine. Si on s'adresse aux consommateurs de drogues injectables, on ne va pas leur dire juger leur consommation. On va simplement leur dire éviter de transmettre, de partager les seringues ou le petit matériel d'injection. Pas non plus de stratégie de culpabilisation, de jugement sur les pratiques. Par exemple, sur la communication tabac, on a fait beaucoup de culpabilisation au début. On s'est rendu compte que ça fonctionnait mal. Donc l'idée, c'est pas de dire à un fumeur, si tu t'arrêtes pas, c'est parce que enfin, je sais pas, tu devrais pouvoir y arriver facilement. Non, on va plutôt dire l'échec fait partie du processus d'arrêt. Parce qu'on sait que plus les gens essayent d'arrêter, plus ils sont susceptibles de réussir. Donc l'idée, c'est de dire, vous n'avez pas réussi à arrêter cette fois, vous avez repris, mais c'est pas grave, la prochaine fois, vous aurez encore plus de chance. Et puis, bien sûr, on ne joue pas sur la peur, la mort. Ça a été très documenté dans la littérature anglo-saxonne. En santé publique, ça ne fonctionne pas. Le seul émetteur public pour qui ça fonctionne, c'est la prévention routière. Mais parce que là, la mort, c'est une conséquence immédiate. Donc on sait que c'est des communications qui fonctionnent. Bon, souvent, en plus, les comportements qui peuvent être mauvais pour la santé peuvent être associés à un comportement plaisir. Par exemple, on sait qu'on peut mourir du fait de fumer, de manger trop gras, trop sucré, etc. Mais disons que la perspective de la mort, elle est très lointaine. Voilà, alors juste en conclusion, parce que très souvent, la communication est aussi perçue comme la solution à tout. Juste rappeler un petit peu le rôle de la communication. Donc, la communication, elle sert à renforcer le niveau de connaissance, informer en fait, inciter à l'adoption de comportements préventifs, et puis interpeller, changer de regard, de perception sur un point donné. Elle est un outil intéressant aussi en ce qu'elle permet de toucher un grand nombre de personnes. Néanmoins, ce qu'elle ne peut pas faire, c'est que pour que ça fonctionne, ça nécessite une exposition répétée et durable de la cible au message. C'est-à-dire que si on fait juste un petit dépliant qu'on lit du coin de l'œil, ça ne va pas marcher. Si vraiment on veut avoir un impact sur les comportements, il faut exposer la cible encore et encore et encore au message. La communication, les campagnes, ce n'est pas non plus un outil adapté aux personnes très isolées, très précaires, voire en lutte pour leur survie. On a parlé de Mayotte tout à l'heure. On a parlé de... en Guyane, il y a 40% de migrants. On a parlé des inégalités sociales dans ces départements. Donc, pour ces publics-là, une campagne de communication, c'est inutile. Et enfin, elle ne peut pas se substituer, la communication, au travail des acteurs de terrain, dont l'efficacité tient d'abord au contact humain, tient aussi à l'échange individualisé. Chacun a ses préoccupations, sa situation, ses questions. Et elle ne peut pas non plus se substituer au travail d'accompagnement par les associations ou professionnels. Donc la communication, elle doit pouvoir venir au contraire outiller ces personnes pour renforcer l'efficacité de leur action. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre pour
cet éclairage là avec ces points de vue qui éclairent le sujet, qui vont permettre la discussion. Nous, on a plein de questions. Je voulais juste faire une synthèse un petit peu pour poser, et puis les questions. Sur la synthèse, donc, Esther nous a planté le décor de la réalité de nos terrains, c'est-à-dire avions, bateaux, routes, enfin toutes les contraintes. Voilà, la difficulté, voilà. Voilà, tout à fait. Donc, c'est notre réalité. Vous la connaissez peut-être pas tous, mais on travaille au quotidien comme ça. Valérie nous a parlé de l'usager, enfin du patient, de l'usager. Et de mémoire, j'ai pris des notes ce matin, on nous a beaucoup parlé de démocratie, la place de la démocratie sanitaire. Donc ça, c'est des questions qu'on pourra travailler ensemble. Rudy a planté un décor qui nous permet aussi des interrogations sur l'accès au sens large du terme à la santé publique de nos populations, en posant quand même au centre l'équité en santé publique. Et donc là aussi, ce matin, on nous a parlé, on pourra le reprendre en éthique. C'est vrai qu'on est passé... Il y a des phrases que j'ai notées ce matin, d'exploit à l'individuel. On a parlé de questionnement du social, de la politique par rapport à toutes ces questions. Donc, on pourra en revenir dans les débats. Et enfin, je crois que cette présentation, mais c'était le choix qu'on avait fait de mettre Élodie en dernier pour reposer un peu ces problèmes de communication. Et je vous assure que dans les Drômes, on l'a vécu, peut-être certains d'entre vous le savez, mais on a vécu des choses difficiles et on avait, même nous, acteurs institutionnels, donc nous, on était entre la santé et l'institutionnel, et donc sur qui ça a frappé, c'est quand même globalement physiquement sur nous. Et donc on peut se réinterroger quand on fait des campagnes de communication, quand elles ne sont pas adaptées. Moi, je ne fais pas que cette thématique, j'en fais d'autres. Et pour être honnête avec vous, je pense que, par exemple, sur la santé mentale, quand on plaque une campagne nationale sur le régional, à chaque fois, on tape à côté. Il faut être très clair, à un tel point que j'ai appris juste avant de prendre l'avion. En fait, ça fait presque 10 ans qu'on travaille sur la prévention suicide et nos chiffres sont en train de monter au lieu de descendre. Donc, c'est une vraie interrogation. C'est probablement, je voulais prendre cet exemple-là, ça ne correspond pas à notre population. Donc, on va vous laisser poser vos questions. Merci. Non, mais c'était bien aussi d'avoir l'éclairage de l'Agence régionale de santé, d'une agence d'État, et une question sur comment on peut travailler mieux que les agences d'État, mais qu'on posera. La première question, merci de vous présenter à chaque fois, s'il vous plaît. Donc Sylviane. Bonjour, Sylviane, je travaille à l'Agence de la biomédecine. Vous avez parlé tout à l'heure de campagnes visant à sensibiliser la population. Là, je parle plus spécifiquement de la Martinique et de la Guadeloupe. Et donc, vous avez dit qu'il y avait une différence au niveau de la campagne qui a été mise en place pour sensibiliser ces deux populations. J'aurais aimé connaître en fait les différences. Alors là, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y avait un sujet, je le disais tout à l'heure, de tabou ou de regard social un peu dégradé sur les personnes qui étaient infertiles. Et donc l'idée, c'était d'inciter les gens à être parents pour appuyer en fait ces couples sans enfants, et puis de mettre en avant aussi la parentalité, puisqu'on s'est rendu compte dans ces études, contrairement à la métropole, enfin de manière différente, que le fait d'être parent, c'est vraiment une forme de réalisation de soi, d'accomplissement. Ensuite, on a travaillé vraiment sur de l'information basique. Donc, il y avait déjà eu des campagnes en métropole, si bien que dans les Drômes, on n'était pas au même niveau d'information. On a repris l'information du départ en rappelant ce que c'était d'abord que le don de gamètes, qui pouvait en être destinataire. Et puis surtout, on a axé la communication sur le fait que, parce qu'il y a une fausse croyance qui consistait à imaginer que les dons se faisaient en métropole pour les métropolitains. Donc que si on donne, finalement, ça va à la métropole. Donc là, l'idée, c'était de dire, non, vous êtes réunionnais, vous aidez des réunionnais. Vous êtes guadeloupéen, vous aidez des guadeloupéens. C'était ça un petit peu le centre de la campagne. Et puis ensuite, on a mis en avant
le centre de dons lui-même parce que les gens ne savaient pas qu'il y avait des centres de dons locaux. Voilà, dans les grandes lignes. Après, c'est disponible sur le site de l'ABM, donc vous pourrez aller voir les détails. J'ai compris votre question comme étant la question de la cible quand on mène une campagne une campagne de santé publique. C'est bien ça votre question. Alors, en ce qui concerne les Antilles, les Antilles, encore une fois, il faut bien connaître cette société-là. La société antillaise s'est construite à partir d'une histoire, d'un système esclavagiste et colonial, avec une stratification socio-raciale encore opérante aujourd'hui, c'est encore les sociologues qui le disent, encore opérante aujourd'hui, et structurante dans les rapports sociaux et familiaux. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, pour bien caractériser la société, et donc la cible avec qui vous avez tenté de communiquer, c'est le fait que la population antillaise, c'est 85% de descendants d'esclaves. Le reste, c'est des personnes qui sont venues dans une émigration secondaire d'origine indienne, des personnes d'origine d'Afrique du Nord, et puis des personnes venant de la métropole, pour reprendre le terme que les Antillais n'aiment pas, la métropole. Ça, là aussi, il y a une matière à expliquer pourquoi. Qui viennent de l'Hexagone. Voilà. Donc, cette population-là, je crois que dans une campagne de communication, on ne peut pas tout décliner. Mais quand même, il y a des sociologues qui proposent une vision qui me semble bien plus adaptée pour une communication efficace. Il y a deux types de personnes, en fait, aux Antilles, devant cette multiplicité. Il y en a ceux, comme moi, qui ont la mondialisation heureuse, qui sont CSP+, qui ont la connaissance, qui maîtrisent le langage scientifique et le langage de la communication et qui acceptent le discours de santé publique. Et l'autre partie de la population qui a besoin d'un enracinement, qui se sent en danger pour tout ce qui vient ailleurs. Et c'est cette cible-là, je crois, que les campagnes de communication doivent peut-être mieux cibler. Voilà. Donc, difficile pour une campagne de communication, comme l'a dit Aïna, d'aller vers des minorités, mais quand même, cette vision que nous offrent les sociologues est quand même intéressante pour une campagne de communication. Et puis, une autre chose que Aïna a dit, mais je le répète, une campagne de communication, c'est partie intégrante d'une mesure de santé publique. Et c'est ça le défaut qu'on a eu pendant le Covid, c'est aussi le défaut qu'on a eu aux Antilles pendant cette crise sanitaire. Ça doit être pensé en amont et en même temps qu'une mesure de santé publique. Olivier Bastien, oui, moi j'ai été médecin en charge de la direction de prélèvement greffe pendant des années, donc, et je suis allé pas mal de fois, en particulier à La Réunion, mais aussi ailleurs. Et je vais être un petit peu provocateur parce que je vous écoute et je partage vos interrogations, mais en même temps, si on veut se projeter sur l'avenir, je pense qu'il faut faire un peu comme les Espagnols et voir tous les points positifs qui existent dans vos territoires. Et ils existent. Vous parlez des transports, mais les transports, ils ne sont pas pires sur vos territoires que dans banlieue parisienne, qu'en Corse, que dans les Alpes, dans les Pyrénées. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc, on peut positiver, on peut trouver des solutions, en tout cas à ces solutions de transport. Une des solutions qui a été mise en place par l'agence et que personne n'a souligné, c'est que les 2 reins, par exemple, restent sur place. C'est le seul endroit dans toute l'organisation de l'agence où les 2 reins restent sur place. Donc c'est une façon de limiter l'impact des transports. Sur ce que vous avez dit, Madame, à La Réunion, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je l'ai entendu de patients il y a une dizaine d'années. Néanmoins, les points positifs, c'est qu'en 10 ans, la greffe de rein, elle a doublé à La Réunion. Et que l'équipe de néphrologie, c'est une des meilleures de France. Moi, j'irais me faire soigner à La Réunion en néphrologie, mais les yeux fermés. Et pareil pour me faire greffer d'un rein aux Antilles. Je suis désolé, l'équipe chirurgicale, c'est une excellente équipe. Donc, ces points positifs, si on veut le traduire en termes de communication, il faut montrer aussi ce qui marche. Ça ne veut pas dire qu'il faut occulter tous les problèmes sociologiques, de précarité, etc., qui existent. Mais là-dessus,
en tout cas l'agence ou nous, on aura très peu d'impact. Par contre, sur les points positifs, comme en Espagne, on peut transformer un problème et essayer de montrer qu'on a trouvé on essaie de trouver des solutions et qu'en particulier, dans certains domaines, ils ont abouti à des résultats. Il y a eu plus de 60 greffes à La Réunion. On aurait dit ça il y a 10 ans à des Réunionnais, ils auraient dit c'est impensable. Et ça a été fait. Donc je pense qu'on peut trouver la même chose. Et d'ailleurs, il y a des périodes où, dans les départements d'outre-mer, le taux d'opposition était un des plus bas de tous les départements français. Donc ça suit véritablement les problèmes sociologiques ou les problèmes de rejet de l'institution au sens large. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais si on veut inverser ça, et en particulier quand il y a des réseaux sociaux ou des véhicules de communication qui sont totalement non maîtrisés, comme la radio, j'ai perdu le nom à La Réunion, qui diffuse 24 heures sur 20. Oui, voilà, exactement. Voilà, ça, on aura du mal à diffuser sur leurs ondes. Par contre, on peut faire passer petit à petit un message qui a des solutions et que ces solutions, elles doivent être trouvées aussi par les acteurs locaux. Merci, Monsieur Bastien. Je suis d'accord avec vous. La greffe a doublé. Voilà. On revient de loin. Je ne vais pas vous parler des problèmes qu'il y a eu en 2008, parce qu'on peut en parler quand même. Si on veut jouer dans la provocation, on peut jouer aussi avec ça. Je n'ai jamais dit le problème de la greffe. À partir du moment où les gens font leur bilan pré-greffe, qui sont inscrits dans la greffe et qui se font greffer, tout se passe bien sûr. Une excellente équipe, même si c'est un peu contestable parce que nous n'avons pas de service d'urologie propre au CHU avec le service de greffe. Donc, je remettrai en question aussi sur l'efficience de ce travail d'équipe. Mais bon, on a quand même une excellente équipe de greffe. Moi, ce que je veux dire, c'est pour préparer les patients, aller à la pré-greffe, leur proposer la greffe, aller voir les médecins, leur expliquer, leur dire qu'est-ce que la greffe, qu'est-ce qui va se passer après la greffe. Quand j'ai été invitée ici par l'ABM Avenir, je me suis rapprochée de tous les patients greffés que je connaissais et qui m'ont fait comme retour, si on avait su ce qui nous attendait après la greffe, nous ne l'aurions jamais fait. Nous n'avons pas été préparés à tous ces risques, toutes ces complications, toutes ces mesures qu'il faut faire pour l'alimentation, les médicaments, le soleil, plein de choses. Ce n'est pas 100%, mais c'est environ 40% des patients. Donc en fait, ils ont un discours, une communication entre eux qui fait que les patients, les usagers ne veulent plus être greffés. On parle de l'accès aux soins pour tous sans discrimination. Où ça commence, où ça termine. On parle de démocratie sanitaire, mais on parle surtout de démocratie en santé. Je le sais, je suis des formatrices en droit des usagers, démocratie en santé, et je ne suis pas convaincue qu'il y ait l'accès aux soins pour tous. Pascal Pied-Noir, moi je suis médecin donc, pour l'agence de biomédecine Antilles-Guyane. Je suis aussi médecin en réanimation en Guadeloupe depuis plus de 10 ans. Donc là, les problématiques locales, sociétales, je les connais, mais je ne peux pas dire bien après l'exposé de Rudy, et ça mérite effectivement d'être approfondi parce que c'est un sujet passionnant. En termes de communication, la dernière diapositive que vous aviez présentée, elle est particulièrement intéressante, et je pense qu'il y a une population qu'on peut cibler dans nos communications et qu'on a probablement négligé, et c'est ce que je vois sur le travail sur le terrain, c'est le personnel soignant. Parce que le personnel soignant, implicitement, on estime qu'il est informé. En fait, j'ai eu des découvertes. Moi, j'ai été effarée de réponses des soignants au bloc opératoire qui ne sont pas convaincus de l'état de mort encéphalique ou qui ne sont même pas informés que dans leur hôpital, il y a de la greffe et il y a du prélèvement d'organes. Donc, ça m'a un peu secouée. Et les soignants, c'est quand même un public, je pense, qui est sous-informé, du coup. C'est les infirmières de dialyse, de centres de dialyse, par exemple. Que c'est un public qui est accessible, comparé par rapport à ce qu'on a dit des populations qui sont très précarisées, qui ne sont pas prêtes à nous écouter, et qui sont des excellents relais dans les familles et auprès des patients. Parce que c'est quand même très important le discours qu'on peut avoir, que l'infirmière de dialyse, elle va avoir au quotidien avec ses patients sur l'accompagnement à la greffe, l'inscription, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de méconnaissance du sujet,
des patients qui ne veulent pas s'engager dans le parcours greffe parce qu'ils vont pas perdre les allocations, parce que la dialyse, c'est leur seul lien social de la journée. Et ça, l'infirmière de greffe, elle pourra faire le relais et aller à l'encontre des idées reçues. Et je pense que c'est un public qui est plus accessible voilà, c'est une étape, c'est pas la solution. Hein. On ne peut pas résumer un problème aussi complexe à une solution. Pour rebondir, vous savez qu'on a fait un baromètre soignant là, dans le cadre du 22 juin, parce que c'était une de mes grandes idées sur le sujet de quelle est la représentation des soignants, pardon. Et c'est, pour ceux qui ne l'ont pas encore su, mais on va de toute façon analyser, parce qu'on a plus de 19 000 personnes en France qui ont répondu à ce... Donc c'est des personnels hospitaliers. On a 30% du personnel hospitalier qui pense qu'une personne en mort encéphalique n'est pas morte. 30%. Donc voilà, ça vient étayer ce que tu dis. Et après, on espère qu'il y aura, selon les... Voilà, on va faire des analyses par région, qu'on mettra à disposition des ARS, par établissement, parce qu'on voit qu'il y a un travail énorme d'information effectivement de ce personnel qui est, à mon avis, un excellent relais. Et même, il faut penser au personnel, au taxi et au transport. Les ambulanciers qui emmènent tous les gens faire la dialyse, eux, c'est leur gagne-pain. C'est pas eux qui vont dire c'est génial d'aller vous faire greffer. Non, mais je pense qu'il y a aussi ces éléments-là qu'il faut... et on n'a pas tellement travaillé là-dessus non plus. J'ai encadré un travail de thèse aussi qui montrait que les personnels dans les services cibles, donc dans les urgences, réanimation, bloc opératoire, qui étaient le plus éloignés, le plus réfractaires aux dons, au fait qu'on est mort en mort encéphalique, qu'on est bien mort, c'est des aides-soignants, en fait, qui sont paradoxalement les soignants qui sont le plus proches des familles. Et finalement, on a peut-être... les riches sont riches, là, plus on fait de l'éducation, de l'enseignement, des années d'éducation, peut-être il y a accès à cette connaissance, et puis on loupe finalement des acteurs indispensables, les transporteurs, les brancardiers, les aides-soignants, qui parlent, et qui sont les premiers relais, y compris dans le bassin de population. Si je peux me permettre, je pense qu'on oublie aussi une population à informer, c'est les médecins libéraux, enfin c'est les libéraux. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que, mais pas plus tard que lundi dernier, j'encadre aussi une thèse d'un jeune médecin et qui habite le nord de la Martinique. Vraiment, au niveau transport, c'est difficile. Et en fait, dans la conversation, de toute façon, tous mes patients... Une fois qu'ils sont dialysés, je les perds de vue, et puisqu'on ne fait pas de greffe en Martinique. Alors je le regarde, je fais, tu veux dire qu'on ne fait pas, le centre de greffe est en Guadeloupe? Il me fait, ah ben non, je ne suis pas au courant. Et donc c'est un jeune médecin qui est en train de sortir. Il n'a pas compris le parcours. Il me dit, moi je laisse les néphrologues faire, ils prennent mon patient, puis ils s'en occupent. Et donc je vous dis, attention à cette cible-là, il ne faut pas la rater non plus. Oui, bonjour, je m'appelle Pierre Lalanne, je suis journaliste pour l'agence de presse médicale. J'aimerais faire suite aux commentaires que madame vous avez fait, en savoir un peu plus sur vos problématiques pour le suivi des patients greffés. Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers dans vos territoires? Est-ce que c'est particulièrement difficile? Vous en avez déjà touché un mot. Actuellement, on n'a pas trop de difficultés à suivre nos patients greffés. On peut toujours faire mieux. On a des supports avec les autres départements. On fonctionne avec les CHU et donc de la Martinique et de la Guyane quand ils sont greffés. On a greffé particulièrement de patients guyanais là, et on les garde avec nous pendant un peu plus longtemps après la greffe, sachant qu'on les fait revenir après 3 mois pour pouvoir faire le suivi du greffon en direct. Donc on a un suivi qui est extrêmement étroit. Je pense que c'est important de dire que tout est toujours perfectible, mais on ne les perd pas de vue. Et dans la nouvelle plateforme qu'on est en train de refondre, on introduit également le suivi post-greffe. Actuellement, elle ne gère que les patients pré-greffe. Cette plateforme sera aussi en post-greffe et travaillera avec les autres centres des autres départements pour pouvoir suivre ces patients via la télémédecine sans être obligé de les déplacer. Donc effectivement, je rejoins le monsieur qui disait tout à l'heure que les solutions de transport peuvent être évitées. Et qu'on y vient, en fait, même si la réalité est là.
Pour nous, à La Réunion, ce qui a été fait, c'est que le professeur Vaché-Copona et son équipe de greffe ont transmis à tous les centres de dialyse le protocole à suivre si les patients étaient inscrits sur la liste de pré-greffe, pour qu'ils sachent que à 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout ça, il y avait des tas de choses à faire et qu'il fallait absolument le respecter, et que les néphrologues puissent accompagner au mieux les patients qui ne voulaient pas aller dans le CHU, mais qui continuaient à avoir leur néphrologue. Donc ça permettait d'harmoniser la prise en charge. Au niveau de la télémédecine, La Réunion, c'est compliqué parce que nous avons des cirques, c'est une île volcanique et le réseau Internet n'est pas d'une efficacité très importante. Comme disait M. Bastien, nous avons un réseau qui fonctionne bien, c'est Radio Freedom. Et malheureusement, tout ce qui se dit à Radio Freedom n'est pas forcément la vérité. Donc, on a des problèmes de communication efficiente. Voilà. J'avais une deuxième question. Entre l'accès à la greffe et les patients greffés, il faut trouver des greffons. Quels sont vos enjeux locaux pour avoir des greffons? On a déjà un peu parlé de l'opposition. Est-ce que les donneurs identifiés ont un profil particulier? On sait qu'il y a des enjeux infectieux différents de l'Hexagone. Est-ce que ça a un impact? Tu veux répondre, Rudy, ou je réponds? Alors, il n'y a pas de différence fondamentale pour qualifier les greffons aux Antilles dans les territoires ultramarins. Il y a des épidémies de temps en temps qui peuvent freiner le prélèvement des organes, des épidémies d'arbovirose notamment. Mais en termes de qualification sanitaire, il n'y a pas d'autres particularités. Après, on a des recommandations sur les arboviroses. Il y en a aussi dans l'Hexagone, voilà, mais qui vont vers des règles pour pouvoir permettre de prélever, en fait, donc d'être plus en sécurité, mais de ne pas louper des donneurs dans ce cadre de pathologie émergente. Il y a plutôt un recensement, c'est-à-dire on détecte mieux les donneurs dans les départements et régions d'outre-mer. C'est plutôt très organisé. Il y a des gros CHU, il y a des équipes de coordination dans chaque région. On peut prélever en Guyane, on prélève en Martinique, on prélève en Guadeloupe, les reins étant gardés pour les receveurs antillais-guyanais. Je parle pour les Antilles-Guyanes, je connais. Donc prioritairement. Et puis s'il n'y a pas de receveur, ces reins sont envoyés dans l'Hexagone. Et à contrario, quand il y a des greffons Hexagone qui sont compatibles, qui sont très rares pour un receveur qui est aux Antilles, à La Réunion, en Guyane, mais à contrario, les greffons sont envoyés. Donc il y a une bonne détection. Il y a un taux d'opposition qui a augmenté, qui était effectivement, je crois que c'est Olivier qui l'a dit, qui était très très bas avant le Covid. Et donc là, on voit complètement le... Et là, il est en train de baisser. Bon, pas forcément. Ouais. Voilà, il faut être un petit peu prudent là-dessus. Et vous parliez en introduction qu'il y a une incidence. Et je voulais compléter, il y a le don vivant aussi, qui est très important, qui marche très très bien à La Réunion. Il y a du progrès à faire aux Antilles, en Guyane, probablement avec des relais sur de la communication, des relais des soignants. J'ai entendu les relais des soignants, les généralistes, voilà, faire connaître cette possibilité à la population et aux soignants. Aux Antilles-Guyane, on a bien vu ça, on a des opportunités d'amélioration sur des greffons issus de donneurs vivants. Et vous disiez en introduction, ce sera la dernière question. Il y avait plus de maladies chroniques dans ces régions. Est-ce que ça a un impact sur la qualité des greffons disponibles? Forcément, mais sur le don vivant, oui, on va avoir plus d'attention, et notamment on va regarder cette recherche génétique. Là, on va regarder dans des populations afrodescendantes s'il y a cette particularité pour ne pas faire courir le risque aux donneurs. Voilà. Après pas forcément en fait. On détecte, on a plutôt un taux de détection par million d'habitants qui est plutôt plus élevé. Donc, et puis on adapte les règles de répartition. On met des greffons de donneurs un petit peu plus âgés, des receveurs plus âgés. Enfin voilà, on a
Les choses, on ne va pas mettre des greffons avec des donneurs qui ont des maladies chroniques à des receveurs jeunes. Hein. Donc voilà, on a des solutions pour les améliorer, on les met sur machine. Voilà, tout ça est très développé, plutôt bien organisé. Dernière question ou pas, Olivier? Une petite. Hein. Oui, non, mais c'était pour reprendre ce que tu disais sur le donneur vivant, parce que le donneur vivant, alors que les structures familiales sont extrêmement fortes, c'est vrai qu'il y a sûrement des freins pour développer le donneur vivant. Et les freins, ils peuvent être soit liés aux équipes médicales qui ont besoin d'une formation complémentaire parce que c'est assez spécifique. Il peut peut-être y avoir des freins parce qu'il faut 2 blocs opératoires et pas un seul. Donc il y a des moyens peut-être à organiser entre les ARS, les hôpitaux. Mais il y a aussi probablement un problème de communication parce que le don du vivant, ça tombe pas de... Enfin, voilà, les gens n'y pensent pas forcément. Donc là, il y a une information par les associations de patients, etc., pour faire passer les messages, quoi. Il y a un travail en cours là-dessus. Alors, il n'y a pas de frein. Il y a une mission nationale de l'Agence de la biomédecine portée par le docteur Durin qui se déplace dans toutes les équipes de greffe, qui s'est déplacé en Guadeloupe et qui fait un petit peu le diagnostic et qui accompagne après avoir une feuille de route. Et il n'y a pas de frein de cet ordre-là pour Antilles-Guyane sur les blocs, sur le personnel, sur la qualification, tu l'as dit. Merci beaucoup. Je vais tenter un peu d'une dernière synthèse avec des actions d'amélioration. Ah, Madame Bradamantis, allez-y. Non, pardon. C'était juste peut-être avoir un regard d'une ARS, de l'ARS de Guadeloupe. Je suis contente d'être dans cet espace puisqu'en fait, je ne connais pas le docteur Oudel et pourtant nous sommes toutes les deux des MISP. Vous voyez, là, je vois une opportunité d'amélioration dans le lien interrégional. Absolument. Bon, et c'est vrai que je suis actuellement un petit peu de l'autre côté puisque l'adjointe du DG de l'ARS de Guadeloupe. Mais pour dire que oui, nous avons aussi, quant à nous, des efforts à faire. Puisque c'est vrai que nous avons beaucoup travaillé sur les facteurs de risque donc, de la maladie rénale, donc, qui peuvent conduire effectivement à la greffe, diabète. Et nos campagnes, nos actions de prévention ont beaucoup porté, puisque moi, ça fait des années que je suis dans le coin, ont beaucoup porté donc, sur ces maladies prédisposant à la maladie rénale. Et on a peut-être un peu laissé les équipes autour qui s'occupent de dons, et, que ce soit la PMA, l'AMP, que ce soit la greffe et le don, travailler un peu. Voilà. On a compté sur l'élan de ces équipes-là. D'autant plus que la communication, ce n'est pas forcément notre métier. Donc, autant on a pu accompagner les établissements hospitaliers, que ce soit les équipes de la coordination, les équipes de la greffe, pour les personnels, les financements, autant en matière de communication, on n'a pas forcément été toujours au rendez-vous. Voilà. Donc c'est un peu l'engagement qu'on a pris, et notamment depuis que nous avons des liens un petit peu plus étroits, que vous nous avez désigné des référents en ARS, et que les relations avec l'ABM sont, c'est vrai, de plus en plus étroites. Voilà. Merci. Alors, c'était un des points que je voulais souligner dans comment on peut s'améliorer, qu'est-ce qui s'améliore et comment on peut s'améliorer. D'abord, j'ai souligné en premier deux choses qui ne sont pas contradictoires, mais il faut parler de chaque territoire, chaque région avec ses particularités. Et réfléchir, avoir une réflexion, et tout ce que je vais dire après, il faut le décliner. Et c'est fondamental sur chaque région d'outre-mer, mais aussi en interrégional. Les Antilles et la Guyane, elles travaillent ensemble. Il y a un lien sur le don de CSH, les donneurs de CSH, le don de gamètes, l'accès aux gamètes, le don d'organes, de tissus, la greffe et l'organisation. C'est important. Il y a des inimitiés aussi entre équipes. Il y a des choses qui plombent. Donc voilà, ce travail dans chaque région, mais aussi en interrégional, on est en train d'améliorer. Deuxièmement, il faut partir de la compréhension, là, votre tour en disant il faut commencer par comprendre. Donc partir de la compréhension, c'est fondamental, et sûrement mettre ça toujours d'abord en premier, et pourquoi pas un travail sociologique d'ampleur, ciblé sur ces territoires. On essaie de travailler actuellement sur l'opposition, mais sur les dons avec la chaire santé de Sciences Po. Il peut y avoir un volet
spécifique de territoire par territoire qui pourra éclairer les choses. Troisièmement, j'ai noté, et on n'a pas posé la question, mais vous m'avez tout à fait ouvert cette porte, et il faut que les agences d'État, on ait un travail plus fort et conjoint. Quand même bien amorcé. Vous avez parlé d'actions de communication. Notre directrice qui est venue, mais c'est pas genre, je viens, voilà, c'est des actions, des rencontres, des décisions, des choses qui sont remontées, des feuilles de route qui sont écrites sur la greffe, sur les labos HLA qui sont en cours d'élaboration, sur l'aide médicale à la procréation. Voilà. Néanmoins, on doit s'améliorer, on doit travailler ensemble, en interrégional et main dans la main, agence d'État. Quatrièmement, sur la communication, des communications ciblées, spécifiques, partant de la compréhension, bien entendu, des relais régionaux associatifs. La compréhension, c'est parler et construire ces communications avec les usagers, faire de la communication positive, comme tu l'as dit, et communiquer pas simplement dans la population, mais dans la population, il y a les soignants, et c'est fondamental. Et puis dernièrement, j'ai formé un vœu. On a beaucoup, alors moi je connais plus la greffe organe-tissu, on a beaucoup axé et construit la partie du squelette du plan greffe en cours, qui termine en 2026 autour des régions. Donc allons plus loin, ayons un axe fort sur les départements et régions d'outre-mer, où on pourra faire rentrer tout ça, mais voilà, plutôt que ça apparaisse comme ça apparaît, voilà, qui est quelque chose de très spécifique, étant donné tout ce qu'on a dit. Donc je veux bien sûr remercier nos intervenants, remercier vous tous qui avez posé des questions, et je voulais juste une dernière phrase, le mot de la fin. Elle n'est pas de moi, elle a été dite ce matin, et je trouve que c'est important, c'est faire comprendre la complexité, utiliser les bons mots pour bien comprendre. Donc ensemble, je pense qu'on pourra faire un nouveau plan, tous ensemble, pour mieux comprendre. Merci. Merci beaucoup d'être venus nombreux.